Voilà, l'enregistrement devrait démarrer. Très bien. Ben, écoutez, bonjour Monsieur Neveu, merci de votre participation. Bonjour à l'équipe organisatrice ainsi qu'aux étudiants de la classe. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Monsieur Neveu sur le thème de l'entreprise citoyenne et je vais laisser maintenant la parole à l'équipe organisatrice et notamment à Adam qui va animer cette conférence. Alors oui, donc bonjour à tous. Une nouvelle fois, nous sommes, comme Madame l'a expliqué, à la conférence métier 2021, la première pour le coup qui tournera autour de l'entreprise citoyenne, présentée par Monsieur Neveu, qui est le fondateur de la société CitizenCam. Alors le nom de notre groupe, Future Workers, comprend du coup 4 élèves dont moi-même, à savoir Selma Koukou, moi-même donc Adam Batili, Sarah Tignan Mouknesh et Souel Benafra. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, cet entretien se déroulera en 4 points principaux, à savoir les présentations, le tout connaître sur l'entreprise citoyenne, la méthode citoyenne ainsi que la stratégie commerciale. Et ce sera entre ces 4 points, si vous voulez, que je donnerai la parole à vous, chers élèves, et également M. Serrir s'il le souhaite. Poser des questions si toutefois vous avez besoin d'intervenir sur certains points que vous n'avez pas vraiment compris ou élucider encore certains points, comme je l'ai dit, avec Monsieur Neveu. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, on va commencer avec les présentations. Je vais laisser la parole à Monsieur Neveu, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie logiciel en 1994. Et après mon diplôme, j'ai tout de suite créé une société qui s'appelait Alien Communication et dont la thématique était l'installation de réseaux informatiques. Donc, j'ai démarré ma carrière professionnelle par une création d'entreprise. Au bout de 6 années à peu près, cette entreprise a pris fin puisque j'ai eu une liquidation judiciaire. En réalité, ma problématique, c'est que j'avais un gros client qui faisait 90% du chiffre d'affaires et puis d'autres petits clients. Et ce gros client m'a abandonné après l'an 2000, après le bug de l'an 2000. Et du coup, j'ai dû faire une liquidation judiciaire, donc c'est très désagréable. Alors pour m'en remettre, je suis devenu salarié, c'était la première fois, pendant 5 années dans un cabinet de conseil autour des flux financiers, qui travaille dans les banques et les entreprises, les trésoreries des entreprises. Et puis, au bout de 5 années dans ce cabinet, j'ai été titillé à nouveau par le besoin d'être entrepreneur. Donc, j'ai proposé à mon patron de l'époque un projet plutôt autour de la RH de l'entreprise. Et aussi, je lui proposais de devenir associé dans son entreprise. Alors, il n'a pas souhaité, en tout cas, il n'a pas retenu ma proposition, on va dire. Et du coup, j'ai créé une entreprise, d'ailleurs, qui est devenue une entreprise concurrente de la sienne, puisque une entreprise sur la thématique du conseil autour des flux financiers, des banques et des trésoreries d'entreprise. Et donc, cette entreprise s'appelle CitizenCan. Et c'est une des thématiques de CitizenCan, comme son nom l'indique, c'est la citoyenneté. CitizenCan, ça veut dire, pour information, ça peut vouloir dire CitizenCan, la boîte à citoyens, parce que chez les Américains, Can, c'est la boîte, comme en France, on parle d'une boîte, d'une société. Et puis, CitizenCan, ça peut aussi signifier les citoyens peuvent, c'est-à-dire qu'on peut être actif, travailleur et aussi avoir une action citoyenne. Donc, et voilà, et je suis donc le directeur général et cofondateur de cette entreprise avec 2 personnes, Denis Soumoudronga, qui est quelqu'un qui vient de la finance et du monde de l'édition, et Christine Neveu, qui est mon épouse également, et qui elle aussi vient de la finance et du monde de l'édition. D'accord, très bien. Je vous remercie pour cette présentation dans un premier temps. Avant d'aborder du coup le thème du jour, à savoir l'entreprise citoyenne, est-ce que certains de mes camarades ont des questions? Si c'est le cas, je vous demande de lever la main directement sur l'application Teams avant que vous interveniez. Oui, Raphaël, tu as une question? Raphaël, je t'en prie, tu peux mettre ton micro pour écoute. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir en quoi, du coup, est-ce que vous avez choisi vous-même les gens dans l'édition ou c'est par hasard que c'est des gens de l'édition qui sont arrivés en tant que partenaires? Je les ai rencontrés dans le cadre de mon précédent travail, puisque dans le monde du conseil dans les flux financiers, la particularité du métier, c'est de mettre en œuvre des projets autour des logiciels qu'utilisent les banquiers et les trésoriers d'entreprise.
Donc ces logiciels, ce sont des logiciels qui sont portés par des éditeurs. D'accord, très bien. Voilà où le lien s'est fait. D'accord, je vous remercie. Alors, Ilias Krim, on t'écoute. Je vois que tu as aussi une question. Oui, bonjour, monsieur Neveu, bonjour à tous. Moi, je voulais savoir un peu quelles sont vos principales activités donc, dans la société que vous avez fondée et quels sont vos principaux clients. C'est quoi comme type de clients que vous avez le plus fréquemment? Alors, ma principale activité, c'est le conseil. Donc, ce sont des consultants qui se déplacent chez nos clients. Donc, on vend de la matière grise. Et c'est la particularité des projets dans lesquels sont mes collaborateurs, ce sont des projets autour du système d'information des trésoreries des grands groupes, des groupes internationaux, et aussi les systèmes d'information des banques internationales. Alors, dans ces systèmes d'information des banques internationales, vous avez tout ce qui permet de recevoir des virements ou d'émettre des relevés de compte, du point de vue de la banque, par exemple, mais également tous les outils qui permettent de gérer les titres, les crédits et toutes les opérations bancaires. Et côté entreprise, corporate, avec les trésoriers, ce sont des outils de gestion du cash, de gestion des risques, les risques de change, les risques de taux, par exemple, et de gestion des paiements et de la réception des relevés de compte. Ok. Et nos clients sont côté bancaire, les grandes banques que vous connaissez, Société Générale, Natixis, BNP, etc., Crédit Agricole. Et côté entreprise corporate, Schneider Electric, Danone, Total, Eiffage, voilà, c'est plutôt ce genre de société. Ok, très bien. Et vous n'avez pas eu trop de mal à vous implanter dans ce type d'activité de conseil, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui font du conseil, que ce soit des startups ou même des grosses boîtes. Non, parce qu'une des particularités de notre métier, les flux financiers, c'est que finalement, c'est une niche dans le conseil. Et c'est pas une niche, c'est une niche. Ça veut dire que les grandes sociétés de conseil, les Capgemini, EY, Mazars, etc., n'arrivent pas enfin, n'ont pas d'intérêt, en tout cas, à aller prospecter dans des niches métiers. Ça veut dire que des niches, ça signifie qu'il y a finalement une activité assez limitée. Okay. Donc, du fait que ce soit une niche, déjà, voilà, on a moins de concurrence. Et puis après, c'est un milieu dans lequel finalement je naviguais depuis un certain temps par le biais des éditeurs et après de fil en aiguille par les connaissances, j'ai réussi avec mes camarades associés à trouver de nouveaux clients. Très bien, je vous remercie. Alors, juste Raphaël et Ilias, si vous pouvez juste baisser la main une fois que vous avez posé vos questions, parce qu'il y a encore le petit logo qui s'affiche, c'est pour être sûr d'avoir bien répondu. Alors, on va enchaîner du coup directement sur le deuxième point, à savoir tout connaître sur l'entreprise citoyenne. Monsieur Neveu, je vais vous laisser présenter un peu l'histoire du mot citoyen dans un premier temps. Je propose qu'on démarre par là. Alors, je vais le faire à travers, j'ai préparé pour ne pas faire honte à Salma, j'ai préparé un petit peu quelque chose. Sinon, j'ai des risques de menaces, sinon après. Donc. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Dites-moi. Oui, on voit. Oui, c'est bon. Oui. Ça marche. Alors, voilà, pour votre question sur les définitions, donc les définitions de la citoyenneté ou du citoyen, pour faire très simple, je ne vais pas vous les lire comme ça, mais j'ai récupéré des définitions qui sont assez classiques de la citoyenneté. Donc le citoyen, d'abord, l'origine, c'est l'Antiquité, et donc la Grèce, Athènes, par exemple. Et le citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la cité. Donc tout ce qui est donc il a une voix pour tout ce qui est relatif aux lois, à la guerre, à la justice, à l'administration, etc. Donc à la politique de la cité. Ensuite, il y a eu le terme citoyen qui est lié à la Révolution française. Lui, c'était plutôt une nouvelle façon de s'appeler, puisque jusque-là, tous les hommes avec un grand H n'étaient pas égaux. Donc, on avait effectivement les nobles et les autres. Et donc, du coup, ils ont décidé de s'appeler, de réutiliser le terme citoyen et de s'appeler citoyenne, citoyen entre eux. Voilà, ça remplaçait effectivement le madame et monsieur et mademoiselle. Et du coup, pour en revenir au rapport, si vous voulez, avec la société citoyenne, qu'est-ce qu'une entreprise citoyenne, par définition, du coup? Comment est-ce qu'on peut mettre en relation ces deux définitions?
Alors, tout à fait, je vais vous y répondre. Alors, il y a la définition assez classique, l'entreprise qui met les intérêts de la société au sens large au même niveau que son intérêt propre. Ça, c'est ce qu'on retrouve, parce que l'entreprise citoyenne, c'est pas un terme que j'ai inventé, on le retrouve à différents endroits. Je dirais que La Poste se déclare banque citoyenne, par exemple, et pourquoi pas. Donc, c'est une entreprise, beaucoup d'entreprises peuvent se déclarer entreprise citoyenne. Pour autant, c'est pas exactement la définition que nous, on a retenue. Ce qui est important aussi dans l'entreprise citoyenne, à mon sens déjà, au-delà de cette définition, c'est qu'elle doit aussi penser à l'intérêt de ses propres salariés, donc de celles et ceux qui la composent. Dans ce cadre-là, pour vous expliquer un petit peu comment est venu le concept, le premier objectif que l'on s'est fixé quand on a créé Citizen Can, cet objectif, c'était de faire en sorte que ce soit une entreprise où les consultants qui étaient constamment sur le terrain. Nos consultants font des missions qui durent entre 3 mois et 3 ans. Vous voyez, donc c'est assez facile finalement à la fin de se sentir plus de la BNP que de sa société de conseil, puisque finalement je suis tous les jours à la BNP et je suis, disons, bien souvent une fois par an dans ma société de conseil. Et le seul rapport que j'ai avec ma société, ce sont mes fiches de paye et éventuellement mes entretiens avec mes demandes d'augmentation. Donc nous, on s'est dit, on voulait créer une société où les salariés se sentent plus de la société elle-même, donc de Citizen Can, que de leurs clients. Citizen Can, pourquoi? Parce que pour justement avoir cet impact, la première idée qu'on a eue, c'est de proposer aux salariés, au-delà de leur congé classique et RTT, des RTT qu'on appelait RTT citoyens ou RTT associatifs. C'est-à-dire que 6 jours par an, les salariés peuvent prendre des jours complémentaires à condition qu'ils les utilisent pour aller aider une association ou pour aller contribuer à une activité ou à une action sociale. Donc aider une association par exemple, mais ça peut être aussi une action de type accompagner la classe de mon enfant, qui est une action hautement solidaire. Donc, et c'est pour ça qu'on a pensé au nom Citizen Can, puisque c'était ces citoyens qui pouvaient, au-delà de leur travail, prendre le temps de faire des actions citoyennes. Pour aussi transformer cette idée que l'on est plus de l'entreprise que de son client, il fallait mettre en place aussi des outils de RH. Alors déjà, nous, les RH, on appelle ça les richesses humaines. Ce n'est pas les ressources humaines, ce sont les richesses humaines. Ce qui est important quand on utilise des noms aussi dans les services et dans l'entreprise, c'est que finalement, ça nous donne une conduite. C'est-à-dire qu'en m'appelant Citizen Can, en ayant un service richesses humaines, j'ai intérêt à être plutôt éthique, on va dire, et j'ai intérêt à avoir un comportement avec les salariés qui est plutôt bon. Vous voyez, sans me contraindre totalement, l'utilisation des mots est importante aussi. Et par exemple, pour que les personnes se sentent de l'entreprise, ce qui est important, c'est de les considérer comme des individus et les considérer comme des individus dans un collectif. Et par exemple, notre mascotte à nous, c'est la goutte. Et on a créé pour chacun de nos salariés, qu'on appelle entre nous aussi des citoyens, des gouttes personnalisées, donc des gouttes qui représentent un trait de leur caractère. Par exemple, vous avez Salma qui est chef d'orchestre, un petit peu au milieu là, de l'ensemble des gouttes. Donc c'est la goutte de Salma parce que elle a laissé échapper un jour qu'elle aimait beaucoup, qu'elle aimait bien diriger. Alors peut-être que ça se voit au travers de vos activités, je sais pas. Hein. Mais du coup, on a eu ce ressenti-là. C'est quelqu'un qui est bien organisé, qui est bien dirigé. Donc le chef d'orchestre, c'est quelque chose qui la symbolise bien. Et ce qui est important pour Salma et pour les autres, c'est que là, elle se sent reconnue en tant qu'individu, mais c'est une goutte, et donc elle fait partie aussi du collectif. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, la symbolique. On a également dans notre couloir, année après année, donc là c'est l'année 2020, l'ensemble des nouveaux salariés, et salariés et aussi stagiaires. Et ce qui est important ici, c'est que quand quelqu'un entre dans le couloir de l'entreprise, donc un salarié, il voit en fait les portraits année après année de toutes les personnes qui ont composé l'entreprise. Et ce qui est important ici, c'est de se dire que même si je m'en vais,
eh bien, ce que devient Citizen Can, c'est grâce à moi et j'y ai contribué. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut paraître comme ça anodin, mais qui est assez important. Et puis c'est aussi, pour quelqu'un qui est dans l'entreprise aujourd'hui, qui un jour peut partir ailleurs, c'est de se dire qu'on n'est pas oublié. Voilà. Donc, si moi, entreprise, personne morale, j'ai cette volonté de ne pas t'oublier, c'est a priori quelque chose qui peut être réciproque. Et donc, dans mon objectif, qui est de faire en sorte que les gens se sentent plus de mon entreprise que du client, voilà déjà deux façons de faire qui sont très particulières chez nous et qui apportent le résultat attendu. Et puis, c'est réellement un résultat obtenu puisque bien sûr, on a aussi des salariés qui nous quittent. Et lorsqu'ils nous quittent, en général, ils ne nous quittent pas pour partir chez un concurrent. Ils nous quittent plutôt pour aller dans une grande société qui était l'un de nos clients, en général. C'est comme ça que ça se passe. Ou une autre société, par exemple. Et la majorité d'entre eux deviennent nos clients. Donc, cette fidélité aussi rapporte quelque chose à l'entreprise. Puisque vous avez aussi de votre côté une vision business et commerciale. Donc, elle n'est pas neutre non plus. Alors, ce n'est pas machiavélique, hein, ce ne sont pas des outils machiavéliques, c'est vraiment notre façon notre philosophie, notre façon de voir les choses. Pour autant, ça produit aussi des résultats. Donc ça, c'était le premier pourquoi l'entreprise, faire en sorte que les gens se sentent plus de l'entreprise. Ensuite, puisqu'on l'a réussi, on est passé à un autre pourquoi qui était effectivement de diffuser la citoyenneté. Alors, c'est un petit peu arrivé d'une autre façon. On s'appelle entreprise citoyenne et il y a à peu près 6 ans de cela, j'avais fait une réunion, une plénière avec tous les salariés, ce que l'on fait une fois par mois, sauf là en période Covid. Et dans cette plénière, j'avais demandé, qu'est-ce que pour vous une entreprise citoyenne, puisque nous on s'appelle Citizen Can, entreprise citoyenne. Et là j'ai eu sur 15 participants à l'époque, ou 20 participants, j'ai eu 20 réponses différentes. Alors toutes les réponses étaient plutôt éthiques, morales et plutôt positives. Mais pour autant, j'ai compris que finalement, on s'appelait Citizen Can, entreprise citoyenne, mais chacun avait sa propre définition et qu'il était devenu important de trouver une définition commune. Donc on a fait un séminaire et on a trouvé une définition commune, c'est celle qui apparaît à votre écran. Donc voilà, c'est l'acte citoyen, une démarche dans laquelle je m'engage à réaliser des actions auxquelles la communauté Citizen Can reconnaît l'effet positif pour la société au sens large. On retrouve quand même cette notion de société au sens large qui est la définition que l'on retrouve un peu partout des entreprises citoyennes. Donc c'est bien, c'est une démarche. A priori, ça pourrait être juste un texte qu'on met à l'entrée de l'entreprise ou qu'on affiche dans la salle de réunion, mais donc il a fallu aller un peu plus loin. Et puis poser une méthode qui nous permettait d'y arriver. Donc on a posé une méthode par rapport à cette méthode, c'est un questionnement qu'on appelle questionnement citoyen, qui est de se dire dans nos actions, quand on produit l'action, en quoi cette action m'est utile à moi-même, donc qu'est-ce qu'elle apporte pour moi, en quoi elle est utile aux autres, et qui est l'autre ou qui sont les autres, et en quoi elle est utile à la société au sens large. Et ce questionnement, notre objectif, c'est de le mettre en œuvre dans 3 cadres qui sont en interne, dans le fonctionnement du groupe, parce qu'on a un groupe avec plusieurs structures, dans le cadre des RTT citoyens, donc les fameuses journées dont je vous ai parlé, et puis également dans le cadre de nos missions, donc chez le client. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Ce serait du coup à savoir à quelle problématique justement le concept d'entreprise citoyenne répondrait en soi. Parce que ça a sûrement découlé d'une problématique, donc justement, quelle était-elle? Alors, d'abord, la problématique que je trouve fondamentale, c'est que l'entreprise, aujourd'hui, a plus qu'un rôle économique dans la société, au sens large, puisque dans l'entreprise permet à des personnes d'avoir une vie économique, donc de gagner de l'argent, mais d'avoir aussi une vie sociale. Aujourd'hui, c'est assez connu que finalement, on rencontre son conjoint, sa conjointe, soit dans les études supérieures, soit dans l'entreprise. Il y a d'autres moyens, évidemment, mais il y a beaucoup de rencontres comme ça. Et puis, l'entreprise, c'est un endroit aussi où on rencontre des amis, on crée des amitiés, donc c'est un lieu social important.
Et puis l'entreprise, elle permet aussi d'apporter le soin, puisque aujourd'hui, tout ce qui est autour des mutuelles est devenu obligatoire, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui apporte le soin. Et puis l'entreprise apporte aussi l'éducation, puisque quand vous devenez salarié, vous avez le droit à des formations, c'est normal, et vous continuez à progresser pour pouvoir être toujours employable. C'est-à-dire que quand vous démarrez dans une entreprise, si vous la quittez au bout de 20 ans, vous devez être en capacité, ou en tout cas l'entreprise doit être est responsable de vous avoir fait évoluer pour être en capacité d'avoir du travail après elle. Donc l'entreprise, c'est un lieu voilà, qui dépasse le seul lieu économique. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un lieu aussi qui peut véhiculer des concepts ou des principes, je dirais, éthiques et moraux et sains pour la société au sens large. Du coup, la citoyenneté, c'est quoi la problématique que moi j'ai posée parce que nous sommes tous citoyens aujourd'hui, nous sommes des citoyens de la République, donc c'est pas en étant chez Citizen Can que vous devenez citoyen, ça c'est pas le sujet. Mais mon sentiment personnel, c'est que nous sommes tous citoyens, mais nous allons progressivement, ou nous perdons progressivement notre citoyenneté, puisque finalement, la citoyenneté, on ne s'y intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire que on oublie finalement nos redevabilités, bien souvent. On oublie rarement nos droits, mais plutôt nos redevabilités. Et je trouve ça un petit peu dommage dans la société d'aujourd'hui. Donc, on dit toujours que c'est la faute des autres, c'est la faute des politiques, c'est la faute de ci, de ça. Je trouve que il est plus intéressant de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire, comment je peux faire progresser les choses à travers moi pour que cette société que je trouve qui pourrait s'améliorer, s'améliore. Donc, c'est à travers ce questionnement sur nous sommes en train de perdre la citoyenneté que nous avons posé, nous, avec à plusieurs personnes et avec des réflexions, ce sujet de diffusion de la citoyenneté. Donc, diffuser la citoyenneté, c'est comment faire pour que les personnes redécouvrent leur citoyenneté et se remettre à être actifs dans leur citoyenneté. Et ce principe-là, pour moi, en tout cas, c'est d'abord se poser ces trois questions. Quand je fais quelque chose, quand je produis quelque chose, en quoi ça m'est utile à moi? En quoi c'est utile aux autres? Et surtout, j'identifie quels sont les autres. Et bien sûr, en quoi c'est utile à la société au sens large. D'accord, je vois très bien. Donc, c'est avant d'enchaîner sur... Et maintenant, je peux vous expliquer effectivement en quoi ça répond à une problématique. Enfin, ça peut intéresser l'entreprise et donc nos clients. Mais mon sujet à moi, et l'entreprise, c'est comment je fais pour diffuser cette idée, ce questionnement, plus loin que moi-même. Et donc, je vais le faire à travers effectivement les salariés, mais aussi à travers tout notre écosystème, nos fournisseurs et bien sûr nos clients. D'accord, très bien, je vois. Avant d'enchaîner directement sur la méthode citoyenne, est-ce que je vois que Madame Placcio-Nathalie a une question? Je vous en prie, allez-y. Oui, Monsieur Neveu, je voulais savoir, en fait, c'est vrai que auprès de nos étudiants, on leur parle plutôt de concepts d'entreprise responsable, de RSE. Comment justement vous positionneriez ce concept d'entreprise citoyenne par rapport à cette démarche RSE dont on parle plus souvent? Alors, il faut savoir que nous, on est 30 salariés dans l'entreprise, hein, donc on reste une petite entreprise. Hein. Eh bien, nous avons produit notre rapport RSE cette année. Donc déjà, effectivement, la RSE, on s'y est intéressé. Et pourquoi on s'y est intéressé? Parce que la RSE, elle nous permet de fixer à travers des politiques, à travers des écrits, à travers des objectifs, ce que l'on fait depuis le début en réalité, mais qu'on n'avait pas fixé. Et donc, elle permet de structurer notre concept et de l'utiliser encore mieux. Et bien sûr, elle rajoute des éléments qui n'étaient pas dans le concept de la citoyenneté, hein, bien sûr, mais donc je trouve qu'il y a une grande complémentarité. Et pour nous, c'était très important de s'intéresser à la RSE et de produire les politiques et de travailler sur la RSE, puisqu'elle permettait de cristalliser toute la qualité de ce que la citoyenneté avait apporté dans l'entreprise depuis le début. Merci. Et puis ma problématique est une problématique sociétale. Chez la RSE, il y a le sociétal. Donc, essayer en tout cas à mon niveau de diffuser ou de réveiller la citoyenneté chez les autres, c'est réellement répondre à une problématique sociétale de notre société aujourd'hui. D'accord, je vois. Alors,
Du coup, avant d'enchaîner sur la méthode citoyenne, est-ce que d'autres participants auraient une question éventuellement à poser à Monsieur Neveu? Ah, Monsieur Serré, on vous écoute. Oui, bonjour, excusez-moi. Je suis sur mon téléphone, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas mettre de caméra, c'est un peu compliqué. Monsieur Neveu, je voulais savoir si vous associez la notion de citoyenneté à une nationalité, et est-ce que cette notion est compatible avec toutes les activités et tout type d'entreprise? Alors, non, je ne l'associe pas à une nationalité. Ce qui est la définition de la citoyenneté aujourd'hui, hein, elle est dans le cas d'une nationalité, je vous rejoins, mais pour moi, la citoyenneté, ça dépasse les frontières. Donc, il n'y a pas de limite en soi, je pense que c'est international. Et le Je vous pose la concept question pardon? parce que je vous pose la question parce que certaines entreprises, on va dire, sont considérées un peu nationales, en tout cas agissant dans l'intérêt national, que ce soit dans le domaine du nucléaire ou autre, et ça fait partie un peu des intérêts protégés par la nation ou pour la nation. Donc c'est la raison un petit peu de la question que je soulève. Oui, disons que moi, mon objectif, en tout cas de diffusion, c'est réveiller la citoyenneté, c'est réveiller les responsabilités, pas que les droits et les responsabilités des personnes, des acteurs de la société. Ça a pas de limite de territoriale. Par contre, il est entendu que au sein d'un territoire, on peut avoir des actions de protection du territoire. Je le reconnais. Mais le concept que je diffuse, lui, n'a pas de limite. Il peut être autant anglo-saxon qu'il pourrait être chinois, qu'il pourrait être européen. Il n'y a pas de limite à ce questionnement. Il est universel, on va dire. Bien, merci. Et les sociétés avec lesquelles je travaille sont des sociétés internationales. Hein, donc elles ont toutes effectivement un business international. D'accord. Gaoussou, tu as une question à poser, on t'écoute? Ouais, j'avais une question, bonjour, sur le thème de l'entreprise citoyenne. Est-ce que ça a aussi comme le sont les entreprises solidaires, ça a une labellisation ou c'est vraiment un concept qui a été inventé, entre guillemets, par votre entreprise? Alors, notre façon de l'interpréter, on l'a complètement inventé. Même la méthode, elle est propre à Citizen Can. C'est une innovation d'entreprise. Pour autant, il me semble qu'il y a effectivement un label, et certaines entreprises se rattachent à ce label citoyen, mais c'est pas notre cas. En tout cas, je pense pas. J'aurais peut-être un intérêt un jour à me rapprocher d'un label, hein, éventuellement, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est pas, j'en sens pas le besoin. En tout cas, je me reconnais pas forcément dans les autres entreprises, parce que la façon qu'on a d'imaginer la citoyenneté, elle est et la question qu'on s'est posée, elle est assez originale et je suis pas sûr que les autres se la posent de la même façon. Et ça veut pas dire que je n'aime pas ce qu'ils font. Au contraire, il y a plein de bonnes choses. Mais par contre, ce sont pas exactement les mêmes choses. Donc je vois pas pourquoi j'irais me labelliser ou rentrer dans un label. Mais pour vous répondre à votre question précisément, oui, je crois que le label entreprise citoyenne existe, puisque j'avais déjà été approché une ou deux fois par des gens qui voulaient me faire rentrer dans un label. Merci. Je vous en prie. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont éventuellement une question à poser? Bien, dans ce cas, nous allons donc enchaîner du coup avec la méthode citoyenne, si vous le voulez bien, Monsieur Neveu. Alors, si vous pouvez, dans un premier temps, nous la décrire, nous l'expliquer un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir quels sont les clients ciblés ou la plus-value pour le client. Qu'est-ce que la méthode citoyenne? Alors, la méthode citoyenne, c'est tout simplement une méthode de projet classique que l'on a récupérée par la personne qui nous formait jusqu'à présent sur la méthode, auquel on associe le questionnement citoyen. Donc, quand on démarre un projet, on va se poser ces questions d'utilité à soi, à l'autre et à la société au sens large. Pour vous dire aussi d'où ça vient, comment on en est arrivé là,
au début, on utilisait ce questionnement uniquement dans le cadre des activités de RTT citoyen. Pourquoi? Parce que quand une personne choisit de faire une action citoyenne originale, c'est-à-dire que jusqu'à présent n'a pas été réalisée dans l'entreprise, par exemple, eh bien, on a un principe de rassemblement d'une assemblée citoyenne, c'est-à-dire que cette personne va choisir d'autres personnes dans l'entreprise et elle va présenter son action à ces autres personnes. Et pour présenter son action, elle va en fait dérouler le questionnement de l'utilité à soi, à l'autre et à la société au sens large. Alors, on a eu beaucoup de sessions comme ça, et du coup, moi, j'avais participé j'en ai participé à plusieurs d'ailleurs, mais une qui a retenu mon attention et qui vous explique, ça me permettra de vous expliquer pourquoi c'est arrivé dans notre métier un peu après. On a une assistante qui un jour revient dans l'entreprise et demande à la RH si elle peut prendre des RTT, des après-midi de RTT, donc ce à quoi la RH répond bien sûr, oui, mais pourquoi faire? Et elle lui explique qu'elle était chez sa coiffeuse et l'apprentie coiffeuse est venue et lui a demandé de manière assez fébrile si elle pouvait devenir son mannequin, parce que son mannequin venait de la quitter, de la lâcher. Alors, qu'est-ce que c'est que le mannequin pour une apprentie coiffeuse? C'est justement, pour avoir son diplôme, il faut coiffer et couper les cheveux d'une personne vivante. Donc, c'est ce qu'on appelle le mannequin. Et pour le faire, il y a deux obligations, c'est de faire un CAP blanc, ça se passe dans la semaine, et puis de faire le CAP officiel. Donc, du coup, notre collaboratrice a posé 2 demi-journées pour ça, pour le CAP blanc et le CAP officiel. La RH lui dit mais ça pourrait être une action citoyenne, donc de RTT citoyen. Bon, la stupéfaction, je vois pas tellement en quoi, donc c'est pas très grave. Je vais donc cette personne prépare le questionnement et puis rassemble une assemblée citoyenne. Je faisais partie de l'assemblée citoyenne, donc je peux témoigner. Je vais vous le faire très en synthèse. Dans l'utilité à soi, elle avait donc trouvé pas mal de choses. L'utilité économique, puisqu'elle allait se faire couper les cheveux gratuitement plusieurs fois, pour s'entraîner quelques week-ends, et puis bien sûr le CAP blanc et le CAP. Donc elle avait trouvé pas mal de choses sur l'utilité à elle-même, par exemple tout ce qui est autour du soin, de sa personne, voilà, de bien-être. Ce qu'on lui a apporté nous dans l'Assemblée, parce que le principe c'est quand même de l'intelligence collective, on lui a fait remarquer qu'elle avait été extrêmement altruiste et que c'est assez rare finalement, quelqu'un qu'on ne connaît pas vient vous voir et vous lui offrez finalement de votre temps. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que prendre des congés, c'est quand même du temps, le temps est cher. Ça, c'est quand même assez altruiste, c'est assez incroyable. Donc, on a fait remarquer ça à notre collaboratrice. Ce que ça a provoqué chez elle, c'est plutôt des larmes de joie. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, on a plutôt tendance à critiquer tout ce que l'on fait, mais jamais à se féliciter de ce que l'on fait de bien. Donc là, grâce à nous, elle avait découvert une de ses grandes qualités, qui n'est pas une qualité moindre, qui est l'altruisme. Ensuite, pour l'utilité à l'autre, bien sûr, elle a identifié cette jeune apprentie, et puis elle avait trouvé pas mal de choses. Voilà, grâce à elle, elle va pouvoir avoir son diplôme, enfin, en tout cas, elle participe. Grâce à elle, si elle a son diplôme, elle pourra économiquement devenir coiffeuse, etc., etc. Donc, elle avait trouvé pas mal de choses. Nous, ce qu'on lui a fait retrouver, grâce encore à l'intelligence collective, c'est qu'elle nous avait fait remarquer que cette jeune personne, autant techniquement, elle n'était pas très très douée, enfin, elle était normalement douée, on va dire, mais elle avait quelque chose dans son comportement, dans sa posture, qui était très bienfaisant, très rassurant. Et il faut savoir, moi je l'ai appris à ce moment-là, qu'on n'a pas tous le même rapport au coiffeur. Pour beaucoup de personnes, en fait, aller se faire couper les cheveux, c'est du soin, du bien-être. Alors que pour moi, c'est du temps perdu, on va dire, mais bon, voilà, on a chacun sa notion de la chose. Et du coup, la qualité de cette jeune apprentie, de cette posture qui apporte du confort et du bien-être, elle est finalement très importante dans ce métier-là. Et donc, on a fait remarquer à notre collaboratrice que, bah oui, justement, elle avait ces qualités, que ce serait bien qu'elle lui en parle, en tout cas pour l'encourager. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez important, de mon point de vue, c'est qu'il y a eu un changement de comportement total de notre collaboratrice par rapport à l'activité citoyenne, le RTT qu'elle allait faire. Elle s'est dit, mais oui, je vais aller la voir, je vais lui parler des produits bio, etc., etc. Donc, elle s'est mise à réfléchir différemment à ce qu'elle allait pouvoir faire dans le cadre de l'aide qu'elle allait apporter à cette jeune personne.
Et ça, c'est très important pour la suite en tout cas, c'est que le questionnement d'utilité à l'autre permet, lorsqu'on se pose réellement, de dépasser le cadre de ce qu'on voulait faire et d'aller beaucoup plus loin, de voir plus loin. Et du coup, effectivement, c'est ce qu'elle a fait et ça a beaucoup contribué à aider cette personne. Enfin, dans l'utilité à la société au sens large, là, forcément, elle avait répondu page blanche parce qu'elle n'avait pas trouvé tellement le lien entre la coiffure et l'utilité sociétale. Et pourtant, là, on l'a aidé parce qu'il y en a quand même pas mal. Premier point, par exemple, grâce à elle, l'éducation nationale, elle contribue à aider l'éducation nationale puisque ces apprentis ont besoin d'un mannequin bénévole pour passer leur examen. Donc évidemment, elle contribue comme une goutte, ça tombe bien, c'est un peu notre symbole, comme une goutte à la société, mais elle y contribue quand même. Donc elle aide l'éducation nationale. Grâce à elle, l'économie de la coiffure, qu'on soit pour, contre ou sans opinion, va avoir une nouvelle coiffeuse. Donc elle contribue à aider l'économie de la coiffure. Grâce à elle, des milliers de personnes, en tout cas les personnes qui passeront dans les mains de cette jeune personne, cette jeune apprentie coiffeuse dans sa carrière professionnelle, vont pouvoir avoir du bien-être parce que justement cette personne va développer encore plus ses compétences sur le bien-être. Donc vous voyez, sa contribution à la société au sens large, finalement, elle est réelle à travers une action qui, comme ça, pourrait paraître anodine, au point où d'ailleurs elle se disait, mais je ne vois pas le rapport entre ce que je vais faire et l'activité citoyenne. Or, finalement, ce qu'elle a fait, et d'ailleurs on l'a compté comme bien sûr des RTT citoyens, c'est hautement citoyen. C'est-à-dire que elle l'a pas fait dans son intérêt propre, ni intérêt financier, elle n'a pas calculé ça, elle a voulu contribuer à aider une personne qui en avait besoin, et ça, c'est être citoyen. Donc cet exemple de l'apprentie coiffeuse a déclenché, en tout cas chez moi, la volonté d'aller au-delà, en fait, d'utiliser ce questionnement dans nos projets, pour la raison que, à partir du moment où on se pose de l'utilité à l'autre, on va développer des réponses plus importantes dans le cadre de nos projets. Je vais vous donner un exemple, justement, de projet. Dans notre métier, on a beaucoup de projets autour de la sécurisation des paiements. De quoi s'agit-il? Dans les grandes entreprises, il y a eu beaucoup de fraudes, il y en a encore, ce qu'on appelle des fraudes au président, où quelqu'un se fait passer pour le président ou un haut responsable de l'entreprise auprès des comptables, demande de faire un virement de 300 millions, par exemple, sur un nouveau compte, parce en expliquant que la société vient de faire une acquisition, etc., etc. La personne, donc le comptable, fait ce virement et on se rend compte que finalement, c'était pas du tout un responsable d'entreprise, c'est un pirate qui est bien organisé, qui a finalement détourné 300 millions. Et ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Donc pour éviter ce type de problème, il fallait s'équiper avec des produits de communication bancaire. Je n'entrerai pas dans le détail des produits eux-mêmes, mais du coup, ça, c'est fait partie de notre métier. Et donc, nos consultants participent à ce type de projet. Jusqu'à présent, ce type de projet, quand il est amené dans l'entreprise, on parle d'un projet qui permet d'éviter la spoliation du capital. Je ne vous explique pas en fait la motivation que ça peut donner aux comptables que le capital ne soit pas spolié. C'est-à-dire que le capital, ce sont des actionnaires qui sont très loin de l'entreprise, qui font plutôt pression qu'autre chose. Donc forcément, c'est pas très motivant comme projet. Éventuellement, on parle aussi de mutualisation des moyens. C'est-à-dire que toutes les stations de paiement de l'entreprise deviennent une seule station et effectivement, là, éventuellement, ça peut motiver quelques-uns d'entre eux, mais assez peu. Quand on repose la question de l'utilité d'un projet comme celui-ci, en réalité, alors pourquoi aujourd'hui les sociétés vous parlent de spoliation du capital et de mutualisation des moyens, puisque la question que l'on pose, c'est quels sont les objectifs du projet ou quels sont les enjeux du projet. Vous voyez, quand on pose une question à quelqu'un, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, enjeu, objectif, ce sont des termes qui sont assez abscons en général, difficiles de bien répondre. Par contre, quand on parle d'utilité, le mot utilité est universel, c'est un mot qu'un enfant pourrait y répondre, une personne âgée et un adulte également. Donc il a quand même de l'importance, ce mot utilité. Et quand on pense utilité de la sécurisation des paiements et utilité à l'autre, on va chercher à qui donc c'est utile. Par exemple, dans le cas de la sécurisation des paiements, ça va être utile par exemple aux fournisseurs, puisque les fournisseurs, ma société va payer ses fournisseurs à travers sa station de paiement.
Un fournisseur qui se fait avoir dans une fraude, c'est quoi? C'est quelqu'un se fait passer pour le fournisseur, demande un changement de RIB, donc d'identité bancaire. Donc nous, le comptable dans son outil va modifier le RIB de son fournisseur. Un mois après, donc le fournisseur est payé pour ses prestations. 3 semaines après ou un mois après encore, il appelle le comptable en disant « je ne comprends pas, je n'ai pas reçu ». Le comptable dit bah, « si, j'ai payé ». On va chercher un petit peu et là, tout le monde se rend compte que finalement, le RIB a été changé et que l'argent est parti et on ne le reverra pas. Dans ce cas-là, il faut savoir que la pénalité est partagée. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous deviez 100 à votre fournisseur, vous allez lui payer 50. Pourquoi en fait le fournisseur est puni? Parce que si quelqu'un a réussi à se faire passer pour lui, il y a eu vol d'identité et si le vol a été bien fait avec des mails très élaborés et très convaincants, on considère que comme le fournisseur s'est fait voler son identité, ça c'est la loi, eh bien il est quand même redevable de la moitié de la somme. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pour le comptable, le fournisseur qui est lui son interlocuteur quotidien ou assez fréquent, contrairement à l'actionnaire, le comptable se rend compte que ce projet va aider et contribuer à ce que son fournisseur ne soit pas volé. Déjà, ça m'intéresse un peu plus. Autre point d'utilité, autre personne, le comptable lui-même. Celles et ceux qui ont appuyé sur le bouton et ont fait que l'entreprise soit fait spolier 300 millions, sont tombés en dépression, ont été licenciés, ont eu des problèmes, on va dire. Et du coup, c'est un projet qui est là aussi pour finalement les protéger, pour qu'ils n'arrivent pas à cette extrémité d'appuyer sur le bouton. Du coup, c'est un projet qui n'est pas que technique, qui n'est pas que financier, qui devient aussi RH. Et ça, c'est des choses que l'on ne voit pas si on ne se pose pas la question de l'utilité. Donc, vous voyez, l'utilité à l'autre amène des réponses qui, jusqu'à présent, dans ces projets-là, n'étaient pas amenées. Qu'est-ce que ça change? Le comptable, qui est l'acteur principal de ce projet, est motivé. Avant, si c'est pour effectivement éviter la spoliation du capital, il est largement moins motivé. Et c'est important, en fait, que les acteurs soient motivés dans un projet. Quand on parle pour ce projet-là de sécurisation des paiements, de l'utilité à la société au sens large, eh bien, c'est un projet de lutte contre les mafias. Pourquoi? Parce que les gens qui se font passer pour les dirigeants et qui volent de cette façon-là sont des organisations très pointues. Les comptes sont dans des endroits impossibles d'accès. Il faut énormément de ressources pour pouvoir voler l'identité, pour pouvoir se faire passer pour le patron, prendre sa voix, avoir ses emails, etc. Ce n'est pas une personne toute seule qui fait ça, c'est une organisation, et ce sont des organisations mafieuses. Finalité, ce projet de sécurisation des paiements, c'est un projet de lutte contre la mafia. Vous voyez la différence entre un projet de non-spoliation du capital et un projet de lutte contre la mafia? Ça n'a pas le même sens, en fait. Donc, voilà, en fait, une autre façon d'aborder le projet en posant ce questionnement d'utilité. Et c'est ça, en fait, que l'on apporte à nos clients. Ça contribue de deux manières. Un, à faire en sorte que les participants du projet soient plus motivés. Deuxième point, ça permet d'avoir un périmètre de projet plus large dès le début du projet, puisqu'on s'est posé les bonnes questions. Voilà ce que je voulais dire sur la définition et l'utilisation de la méthode citoyenne, d'où elle est venue et comment on peut l'activer dans notre métier, qui est un métier de conseil et de mise en place de systèmes d'information. Et outre du coup la plus-value et l'utilité que ça apporte aux clients, quel est l'impact en termes de citoyenneté, j'entends bien, chez vos clients du coup? Est-ce que ce sera environ la même que la plus-value ou il y aura quelques nuances éventuellement? Alors, l'impact visible, c'est le succès des projets. Un projet qui est mené avec une meilleure implication et un périmètre exhaustif dès le départ est un projet qui a le plus grand chance de succès. Et ça, c'est ce que je peux vendre à mes clients. D'accord? Parce que la philosophie, mes clients, ça les intéresse individuellement, mais ils ne vont pas me payer pour la philosophie. Donc moi, ce que je leur vends, c'est des projets mieux réussis. Parce que j'utilise une méthode qui me permet d'avoir des projets mieux réussis. L'impact invisible, c'est la diffusion du questionnement citoyen et la diffusion, le réveil du citoyen à travers finalement cette méthode, parce que si on la met dans nos projets, elle est visible de la part de tous les contributeurs au projet. Si effectivement cette méthode convient et le client se rend compte que ça contribue à faire de meilleurs projets, son intérêt, c'est d'aller au-delà des projets de la finance, de le mettre pourquoi pas dans les projets de l'informatique, de le mettre pourquoi pas dans d'autres projets. Et donc, à force de mettre cette méthode, de la diffuser dans l'entreprise,
Et cette méthode reposant sur ces questions fondamentales d'utilité, eh bien, à force de la diffuser, eh bien, le questionnement va se diffuser dans l'entreprise et va se diffuser à travers les acteurs de l'entreprise. Et donc, mon objectif de diffusion de la citoyenneté sera réussi à travers cet acte-là. Mais ça, c'est invisible. Parce que je ne peux pas le vendre. Mon métier, c'est pas vendre de la citoyenneté, hein, attention. C'est vendre des projets réussis. Je pense que la citoyenneté, dans tous les cas, heureusement, tout le monde y a accès. Avant du coup de passer à la stratégie commerciale, si vous voulez, est-ce que certains de nos participants ont éventuellement des questions à poser? Monsieur Serrer a levé la main, mais ça c'était pour tout à l'heure. Non, oui, ben, je vais la baisser, mais j'en profite, là, puisque je vais rester donc levée. Pierre de quoi, je vous en prie. Voilà. On peut donc, en conclusion, rapprocher la notion de citoyenneté de l'éthique ou une conduite éthique. Ça peut en faire partie, oui. En tout cas, ça a des valeurs morales, des valeurs éthiques. Hein. Mais oui, pourquoi pas. Mais je ne serais pas bien sûr de ça, en tout cas. Ah bon? Enfin, l'éthique est plus large, en tout cas. C'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus large, l'éthique. D'accord. Madame Plathieu, vous avez également une question? Oui, alors je voulais savoir, Monsieur Neveu, si vous avez des exemples concrets de projets qui, initialement, en fait, n'étaient pas dans cette logique de méthode citoyenne et que vous avez fait évoluer pour, justement, avoir un projet donc davantage réussi et intégrant cette méthode citoyenne. Oui, j'ai un exemple. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai peu d'exemples, parce qu'on en est au démarrage, donc c'est pour ça. Mais j'ai un exemple chez un de nos clients, un projet de déploiement de la centrale de paiement, un déploiement international. Et donc, les acteurs de ce déploiement étaient la trésorerie centrale, donc, qui est plutôt située à Paris, et les comptables et les trésoriers des différentes filiales. Et donc, dans les filiales, à ce moment-là, c'était les pays de l'Est. Donc, il y avait, par exemple, la Roumanie, qui était une des filiales pour lesquelles les gens ne s'impliquaient pas. C'est-à-dire qu'on faisait des réunions, ils disaient ni oui ni non, et donc le projet n'avançait pas, et ça posait un grand problème. Donc, notre consultant s'est permis à ce moment-là d'utiliser la méthode citoyenne en reprenant le projet et en expliquant à travers une réunion quelle était l'utilité du projet pour cette filiale. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, bien sûr, c'est que jusqu'à présent, ces personnes-là ne réagissaient pas. Finalement, faisaient des réunions sans vraiment participer. Et là, elles se sont mis à participer parce que elles ont considéré que les propositions qui étaient faites par mon consultant n'étaient pas exactes. Donc, elles ont challengé les propositions. Et donc, elles se sont impliquées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas dit oui, c'est bien. Elles ont dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas forcément d'accord. Et donc, il y a eu échange et discussion. Et à partir du moment où il y a eu échange et discussion, cette filiale s'est impliquée. Et comme elle s'est impliquée, le projet a réussi. Il faut savoir que dans un projet de centrale de paiement, on va retirer à la filiale finalement sa relation bancaire. Une relation bancaire, pour les comptables, c'est des fois des restaurants avec le banquier. Il y a quand même autre chose. C'est un peu de pouvoir, donc on leur retire du pouvoir. Donc c'est vrai que ça n'est pas motivant. Mais on apporte aussi autre chose. Et donc on a réussi à les convaincre à travers cette proposition déjà. Très bien, merci. Alors, je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions éventuellement. Si ce n'est pas le cas, nous passerons donc à la suite, à la dernière partie, en ce qui concerne la stratégie commerciale. Alors, dans un premier temps, comment avez-vous intégré la citoyenneté dans votre offre commerciale et comment vous la communiquez auprès de votre cible client? Alors, juste avant de répondre à votre question, j'ai noté une de vos remarques tout à l'heure de dire qu'effectivement, on avait tous accès à la citoyenneté. Je suis d'accord, hein, vous êtes citoyen comme je le suis, hein, c'est pas ça. Mon sujet, c'est pas de donner accès à la citoyenneté, c'est la réveiller. C'est-à-dire que la citoyenneté pour moi, c'est comme un canapé, quoi. C'est une télé, c'est un acquis. Vous arrivez chez vous, vous avez une télé et un canapé, il n'y a pas de questions. Donc c'est intéressant de se poser des questions, de se rappeler en fait pourquoi on est là, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait. Particulièrement dans le monde du travail, où finalement vous allez passer 70% de votre vie éveillée à travailler. Et si c'est pour remplir des fichiers Excel sans comprendre ce que l'on fait, pourquoi et quelle utilité ça a, je trouve ça dommage de passer à côté de sa vie éveillée. Donc c'est intéressant de réveiller un petit peu
ce questionnement, ce que j'appelle le questionnement citoyen. Donc oui, je suis d'accord, la citoyenneté est un acquis, on l'a déjà, mais c'est pas pour autant qu'on s'en rend compte. Donc c'est bien de s'en rendre compte. C'est comme par exemple, quand vous allez bien, vous ne posez pas de questions, et si vous avez une rage de dents, vous vous dites, mais je me rappellerai toujours ce qu'est la douleur, et je bénirai les moments où je n'ai pas mal. Pour autant qu'un jour ou 3 semaines après, vous avez oublié votre rage de dents, et vous ne vous rappelez pas ce que c'est que la douleur. C'est toujours intéressant de se rappeler, alors pas la douleur, hein, mais pour la citoyenneté, mais de se rappeler ce que c'est la citoyenneté, et c'est ça qui contribue à ce qu'on ait une vie sociale et grégaire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas passer à côté, je pense. Oui, c'est clair. Réveiller son propre intérêt en tant que salarié, c'est toujours plus intéressant. Ça rend toujours les tâches qu'on aura au travail plus attrayantes, du coup plus intéressant, et on mettra évidemment plus d'énergie à effectuer nos missions. Ça, c'est clair et net. Je suis d'accord avec vous à 100% de ce sujet-là. Et c'est bien aussi de se poser les questions sur la contribution de ce que l'on fait. Par exemple, des traders qui apportaient des calculs mathématiques sur la variation du cours du blé étaient super contents de leur boulot. En plus, ils étaient vachement bien payés. Sauf que leur boulot, c'était ruiner des paysans. Bah, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait, quoi. C'est super intéressant, c'est brillant. Donc, je suis un génie, mais à la fin, le résultat de mon action, c'est ruiner des gens. Est-ce que c'est bien ce que c'est? Alors, si je le fais en conscience et que je suis content, bon, bah, ok. Mais si je le fais sans avoir réfléchi, alors que quand même la finalité est atroce, c'est un peu dommage. Pour ça, il faut aller toujours un petit peu plus loin dans la réflexion. Je trouve ça en tout cas intéressant. Pour répondre à votre question de stratégie, d'abord la première stratégie, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais peu d'exemples. Alors j'ai une dizaine de pilotes aujourd'hui, mais la première stratégie qui est importante pour moi, parce que c'est assez récent en fait, la modélisation de la méthode citoyenne. Hein. C'est encore en cours, on va dire, dans l'entreprise. C'est un projet plus qu'une réalisation définitive. Donc, le premier objectif stratégique pour nous, c'est l'intégration interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés de Citizen Can sont des consultants qui travaillent déjà dans les entreprises, qui utilisent une méthode ou des méthodes qui, d'une manière générale, fonctionnent, puisque ce sont les méthodes à peu près de tout le monde. Alors, bien sûr, elles fonctionnent, elles dysfonctionnent, les méthodes, mais je dirais que c'est comme ça que tout le monde travaille. Faire en sorte que les salariés des entreprises utilisent la méthode citoyenne est déjà un premier challenge. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur propre méthode aujourd'hui de manière assez confortable. Là, je leur apporte un inconfort. Il va falloir convaincre un client de mettre une méthode qui s'appelle méthode citoyenne parce qu'elle va contribuer à apporter quelque chose de plus. Il y a un effort à produire. Donc, je dois les sortir de leur zone de confort. C'est pas simple. Donc, ça, c'est mon premier objectif. Alors, certains l'ont déjà fait, puisque je vous l'ai dit, il y a une dizaine de pilotes. Mais on est quand même 30 salariés, donc il faut l'étendre à tout le monde. Une fois que ce sera étendu, ça veut dire qu'ils l'auront réalisé chez leurs clients. La deuxième étape, c'est d'avoir des clients pilotes. Donc la différence entre un client auquel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'entreprise internationale, qui est Schneider Electric, on l'a mis en place, mais le client ne nous l'a pas demandé explicitement. Donc l'idée, c'est d'avoir des clients pilotes qui sont d'accord pour mettre en œuvre consciemment la méthode citoyenne en sachant ce qu'elle peut apporter. Donc il va falloir commercialement convaincre ces clients pilotes. Ensuite, on aura des retours d'expérience. Et après, avec ces retours d'expérience et ces clients pilotes, pouvoir faire des présentations lors d'événements. Alors nous, on a 2-3 événements dans l'année qui sont des événements qui réunissent les banques et les trésoriers, donc notre cible. Et dans ces événements, ce sont des salons, il y a des ateliers où les sociétés peuvent présenter des innovations ou des projets. Et donc, du coup, c'est utiliser ces événements pour présenter la méthode citoyenne dans les projets de nos clients, qu'est-ce qu'elle a apporté, et avoir des témoignages clients. Une fois qu'on aura fait ça, c'est de diffuser notre méthode dans d'autres supports, à travers les supports aujourd'hui Internet, de diffusion de réseau, mais aussi à travers la plaquette de l'entreprise. On n'en est pas encore là. Et évidemment, dernière étape pour nous, c'est de l'intégrer dans notre prospection commerciale, c'est-à-dire que dans la recherche de nouveaux clients, la méthode citoyenne doit être explicite et doit être exposée comme notre différence vis-à-vis de nos concurrents, par exemple. Parce que justement, les projets sont mieux réussis, etc., et parce qu'on a des témoignages, évidemment. Donc voilà la stratégie
Alors, je ne sais pas si ça répond à votre terminologie stratégie. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, c'était en ce qui concerne l'offre commerciale. Mais une fois que vous avez mis en place, entre guillemets, tous les moyens que vous avez mis en œuvre, comment vous les communiquez auprès de votre client? À travers des retours d'expérience. C'est-à-dire que lorsque l'on vend nos compétences en prospection ou chez des clients, on expose des projets réussis. Et donc, parce que le client, finalement, il veut travailler avec une société qui a déjà fait les mêmes projets que le projet sur lequel il nous attend. Donc, on vient souvent avec nos expériences. Et donc là, c'est venir avec des retours d'expérience qui mettent en évidence que l'utilisation de la méthode citoyenne dans ces retours a contribué à faire des projets où les gens se sont sentis mieux impliqués. Et ça, c'est important parce que un client, il a envie que ses salariés se sentent impliqués et soient contents de travailler quand même dans le projet. Et puis aussi de lui montrer que les projets rencontrent moins de difficultés et ont un périmètre plus exhaustif. D'accord. Et du coup, quelles seraient vos projections en termes de résultats? Bien sûr, j'entends bien que vous êtes toujours au stade de projet, que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est fini, qui n'est pas totalement mis en place, mais quelles seraient, en termes de résultats, encore une fois, vos projections sur le moyen et le long terme? Sur le moyen et long terme, en fait, c'est l'attractivité. Aujourd'hui, l'attractivité signifie avoir des appels entrants, donc des prospects qui nous appellent puisqu'ils ont entendu parler de la méthode citoyenne. Parce que, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus, on parlait tout à l'heure de la RSE, mais les sujets de ce type-là sont importants pour l'entreprise. Aujourd'hui, des fonds d'investissement, lorsqu'ils investissent dans des entreprises, demandent à ce que les entreprises aient des activités et des rapports RSE positifs. Pourquoi? Parce que ça valorise le fonds. Donc c'est important tous ces sujets-là. Donc je pense que présenter en fait des projets, proposer des missions avec des projets développés de façon citoyenne, je pense que ça peut avoir un intérêt et ça peut attirer l'attention. Et bien sûr aussi les succès peuvent attirer l'attention. Donc l'objectif pour moi, c'est d'être attractif. Aujourd'hui, je suis comme mes concurrents d'une certaine façon. La citoyenneté, jusqu'à présent, et je vous rappelle mon premier pourquoi, c'était faire en sorte que les gens se sentent plus de l'entreprise que de leurs clients. Et ça, on y a réussi, mais ma première étape de citoyenneté, elle se faisait à l'intérieur de l'entreprise. Il n'était pas question de diffuser la citoyenneté à l'extérieur. Aujourd'hui, on est passé à un second pourquoi, qui est la diffusion de la citoyenneté. Non pas parce qu'on pense qu'on est meilleur que les autres et qu'on est plus beau et qu'on est plus éthique, mais parce qu'on trouve que c'est intéressant et c'est passionnant à faire. Un consultant qui arrive sur le terrain et qui déploie une méthode classique se sentira lui-même plus attrayant s'il arrive en déployant une méthode originale qui apporte des succès plus importants. Donc c'est bien aussi pour mes salariés, c'est-à-dire que ça contribue à les rendre plus brillants ou en tout cas à les rendre meilleurs. Donc c'est cette attractivité qui est importante. Et l'autre aspect qui est aussi important pour moi, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, moi je suis diplômé ingénieur génie logiciel. Ça n'a rien à voir avec la finance. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Je suis tombé dans la finance plutôt par accident, on va dire. Du coup, moi, l'activité conseil autour de la finance, c'est pas une fin en soi pour moi. Ce qui me plaît, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, j'aimerais, moi, pouvoir aussi déployer d'autres activités au sein de mon entreprise, d'autres domaines. Et du coup, avoir comme point central, ADN central de l'entreprise, la méthode citoyenne, quelles que soient les activités, me permet d'avoir un lien entre les différentes activités, de pouvoir me développer sans finalement dissoudre ou sans perturber l'image interne ou externe de l'entreprise. Donc il y a deux aspects, il y a l'aspect attractif pour mes clients et puis l'aspect de développement, je dirais, de croissance pour moi. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien. Oui, effectivement, ce fut le cas pour le coup. Alors, je vais donner la parole à Sarah qui avait une question à poser. Sarah, je t'écoute. J'ai une petite question. Donc, quel est l'engagement sociétal de votre entreprise? Quel est l'engagement? Pardon, j'ai pas compris. Sociétal. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, il est plutôt tourné autour des salariés.
Donc c'est le bien-être des salariés. Dans l'état actuel des choses. Maintenant, on le fera évoluer si cette méthode montre effectivement a du succès et qu'effectivement elle permet d'avoir plus de sérénité dans les projets. Alors je pourrais dire que mon engagement sociétal dépasse le cadre de mes salariés et il va en fait vers les autres salariés de nos entreprises clientes. J'espère avoir répondu à votre question là aussi. Je pense que vous avez répondu. Et est-ce que votre entreprise soutient les fournisseurs locaux? Alors oui, d'abord, moi, il y a 2 points qui sont importants pour moi, c'est la fidélité. Donc, je ne change pas de fournisseur pour une question de prix. Et effectivement, plus c'est local, mieux c'est. Je suis pour l'économie circulaire en plus, donc effectivement, le local, c'est mieux. Même dans nos actions citoyennes, nous, on veut développer. Alors, nous, on est à Colombes, en région parisienne, donc on veut développer aussi les actions citoyennes avec la mairie de Colombes pour aussi avoir un impact dans le territoire de l'entreprise. Sarah, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, merci. Très bien, je vais laisser la parole éventuellement à d'autres personnes. Si vous avez encore une fois des questions à poser, n'hésitez pas, je vous donne la parole. Non, apparemment, je vois que tout a été clair, tant mieux. C'est que tout le monde a bien compris. Écoutez, nous arrivons maintenant à la fin de notre conférence. J'aimerais vous remercier en tout cas, Monsieur Neveu, pour votre présence ici, ainsi que Monsieur Seri et que Madame. Remercier également tous les élèves qui ont été présents en fin de cours. Je sais que ça a été une journée assez chargée pour nous, on va dire. Je vous remercie du coup d'avoir été attentif et d'avoir répondu aux questions de Monsieur Neveu, d'avoir rendu un peu plus vivant déjà cette première conférence pour notre classe en tout cas. Mais, Madame Platcher, vous aviez éventuellement quelque chose à dire? Non, je suis de retour parce qu'effectivement, il n'y a plus de questions a priori des étudiants. Donc, pour remercier bien évidemment Monsieur Neveu de sa participation et de nous avoir partagé sa méthode citoyenne. Hein. C'est d'autant plus intéressant que les jeunes générations notamment sont de plus en plus recherchent de plus en plus justement cette valeur de sens, d'engagement. Et la méthode citoyenne le propose. Donc, c'est une vision nouvelle hein, d'une méthode que vous avez développée au sein de votre entreprise et c'est tout à votre honneur. Donc, merci de nous avoir partagé cette méthode. Merci également à l'équipe organisatrice, aux étudiants qui ont participé à cette conférence. Peut-être que justement, vous pouvez remercier notre intervenant d'aujourd'hui, Monsieur Neveu, avec un petit message dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas avant de libérer Monsieur Neveu. Moi, de mon côté, je souhaitais aussi vous remercier, d'abord pour l'organisation, et puis le séquencement des questions, ça m'a permis d'être à l'aise. Alors moi, je ne suis pas du tout orateur ni conférencier, donc forcément, je ne suis pas tellement habitué à être dans ces conditions-là. Donc en tout cas, ça m'a permis moi d'être à l'aise, et donc merci beaucoup. Ça a aussi contribué à la diffusion de la méthode citoyenne, donc je vous remercie, puisque comme c'est dans mes objectifs de la diffuser, c'était un bon support. En plus, avec des étudiants qui bientôt seront dans le monde professionnel. Donc merci pour ça. Merci à vous. Très bien. Merci. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, Monsieur Neveu, dans la conversation. Oui, je vois. Merci beaucoup. Les messages des étudiants qui s'affichent au fur et à mesure. Encore merci pour cette conférence. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant et c'est vrai que je pense que ça a ouvert la curiosité des étudiants par rapport à cette méthode et ça leur a permis vraiment de découvrir une méthode qu'ils ne connaissaient pas et que vous avez développée. Qui est universelle, c'est très simple le questionnement. Il n'y a pas de brevet déposé. Hein, donc oui. Donc c'est juste une méthode universelle, effectivement, et très simple.
Monsieur Neveu, je vous rassure, ce n'est pas l'éloquence que nous attendions, mais plutôt un contenu riche et je pense très intéressant. Effectivement, c'est lorsqu'on entend parler de la thématique, on a du mal à se projeter, à imaginer de quoi il s'agissait. Et là, vous avez donné un contenu, je pense, qui a ouvert des perspectives, peut-être pas, peut-être pour quelques-uns, de prospecter un peu cette thématique, éventuellement vers un futur travail. Voilà, tout dépend de leur centre d'intérêt et de leur activité en entreprise. Voilà. En tout cas, merci pour cet échange et je remercie aussi toute l'équipe organisatrice ainsi que tous les étudiants pour leur assiduité malgré la charge de travail qui la leur en ce moment et qui ne cesse de s'accroître avec le confinement. Voilà. Bon courage à tous. Merci à vous. Et bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Très bien, mais écoutez, Monsieur Neveu, merci pour tout ce temps consacré. Je vous propose voilà, de vous libérer. Ben, je crois qu'il est. Voilà, il nous a quittés. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.